Hello les voyageurs et bienvenue dans le podcast À ton tour du monde, le récit des voyageurs. Moi c'est Florence et tous les 15 jours je vous emmène à la rencontre de ces aventuriers qui parfois ont tout plaqué pour réaliser leurs rêves, faire un tour du monde. Aujourd'hui j'ai le privilège de rencontrer deux membres d'une famille voyageuse, Virginie et sa fille Athénaïs, qui nous racontent comment elles ont accompli l'un des rêves les plus audacieux quand on n'est pas marin à la base, faire un tour du monde en bateau. De la planification à l'exécution, elles me partagent aujourd'hui leur histoire inspirante. Ils ont bravé les mers agitées, exploré de nouveaux horizons et ont connu des expériences inoubliables. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans cette aventure extraordinaire. Salut Virginie, salut Athénaïs, ravi de vous recevoir. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez l'une ou l'autre nous présenter votre petite famille? Alors moi je m'appelle Athénaïs, j'ai 16 ans et demi. J'ai commencé à voyager avec mes parents quand j'avais 5 ans et nous sommes partis à 4 faire le tour du monde en bateau. Et quand mon frère avait 11 ans et quand moi j'avais 6 ans. Et voilà, maman, je te laisse te présenter. Virginie, heureuse maman de deux merveilleux enfants, Oscar et Athénaïs, et en couple avec mon mari Nicolas depuis 28 ans. On s'est connus jeunes et on a très vite eu le projet d'avoir des enfants et de trouver un moyen de passer beaucoup de temps avec eux et pour pouvoir les éduquer. Voilà, très jeune, on avait conscience que ça ne durait pas longtemps, l'enfance, et que il fallait qu'on trouve une solution. On n'allait pas gagner au loto, donc on a vite travaillé, vite mis de côté pour pouvoir trouver le bon moment et passer le premier pas. Je pense que c'est ce qui est le plus difficile pour les voyageurs, de se lancer, finalement, de faire ce premier pas. Donc, il y a effectivement toute une préparation avant, dans la tête, et plein de solutions imaginées. Ça pouvait être, je vais te faire très à part, Athénaïs, ça pouvait être, on a envisagé le vélo, la chevette. Donc le rêve était là, le bateau n'est pas arrivé tout de suite. Non, en plus on n'est pas marin. On n'est pas marin du tout à la base. Et j'ai une mal de mer. Et toi, moi aussi, beaucoup. Heureusement que les Narcan, ça existe, des petits médicaments pour enlever la maladie de la mer. Et donc, voilà, on a cherché une solution pour pouvoir vivre une partie de notre vie avec nos enfants, travailler avec eux aussi. Et donc, vraiment, ne pas juste envoyer les enfants à l'école le matin, les voir le soir en étant fatigués du boulot, pour vraiment passer des moments très importants ensemble. Ils voulaient vraiment avoir les rênes sur notre éducation. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'était le projet de départ. Et du coup, tu disais, c'était avant même d'avoir les enfants que vous commenciez déjà à en parler. Oui. Après, ça s'est forcément concrétisé quand on les a eus et qu'on s'est rendu compte que c'était absolument merveilleux d'être parents. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Mais c'était pas, on n'est pas des grands voyageurs à la base. On n'est pas. Le projet s'est vraiment fait autour des enfants. Comment peut-on faire pour passer plus de temps avec eux, vivre une aventure exceptionnelle, profiter des uns des autres, vraiment. Voilà, c'était ça l'idée. Et du coup, le bateau, comment ça s'est validé, surtout en n'étant pas marin à la base? On a fait un jour, on a confié les enfants à mes beaux-parents et on est parti avec l'UCPA faire sur un petit 6 mètres, faire une semaine de voile. Et l'eureka, la révélation s'est faite pour mon mari quand il s'est retrouvé sur un ponton à se raser sur un miroir cassé, en fait, tu sais, sur le bord d'un ponton. Et il s'est dit, en fait, c'est cette vie-là que je veux. C'est cette simplicité que je veux avoir. Et donc, on n'était pas marins. Donc, 10 ans, on a eu 10 ans de formation, en fait, et on a contacté, mon mari a contacté des tours du mondistes. Et en fait, on a rejoint des gens qui faisaient le tour du monde sur leur bateau, même des gens qui ne faisaient pas d'accueil, en fait. On leur disait, votre aventure nous intéresse, on a une famille, on a envie de découvrir, est-ce qu'on peut venir avec vous, etc. Et donc, j'ai voyagé avec Athénaïs dans mon ventre. J'ai voyagé, on est revenu sur le même bateau de tour du mondiste avec Athénaïs qui était sur mon ventre, mais à 5 mois et demi dans un paréo. Voilà, et on s'est formé comme ça au fur et à mesure, ce qui nous a permis de ne pas apprendre que la technique, mais aussi le fait de vivre sur un bateau, parce que on doit apprendre à être autonome, à faire à manger,
à faire le ménage, à faire l'éducation des enfants. Mais j'aurais dû passer ça en premier. Et puis, c'était aussi pour la sécurité que vous êtes préparé autant, parce que quand même, avec 2 enfants, c'est une grosse responsabilité de partir en voyage comme ça. Il y a beaucoup de gens qu'on connaissait qui étaient vraiment partis du jour au lendemain en ayant fait très peu de préparation. C'était souvent des couples qui n'avaient pas d'enfants parce qu'il n'y a pas cette responsabilité ajoutée de... Il y a ces 2 petites filles qui sont sous ma responsabilité. Et on avait une activité professionnelle puisqu'on accueillait aussi des gens à bord. Donc, on s'est réellement préparé. Mon mari est devenu skipper professionnel et moi, stewardess professionnelle. On a quand même fait des formations avant de partir. Ouais, donc ça, c'est contrairement à beaucoup de tours du monde, ça s'est vraiment fait par étapes. Et ce que j'aime bien, par contre, c'est que du coup, je dis, bon, bah allez, maintenant j'ai décidé, je vais vite en tout cas, moi, c'est ma personnalité. Je voulais vite que ça se mette en place. Et là, je trouve ça génial parce que forcément, il fallait un peu plus de prudence pour le faire sur un bateau. Mais ça a été étape par étape. Et du coup, vous l'avez rêvé à long terme avant de le réaliser. Exactement. Et pour les gens qui écoutent ton podcast et qui ont envie de le faire un jour, le voyage commence dans sa préparation. Et le fait de pouvoir en parler ensemble, d'en rêver ensemble, de se préparer psychologiquement ensemble, d'aborder aussi des sujets pas nécessairement très faciles pour réaliser qu'on va vivre les uns sur les autres 24 heures sur 24. Et donc, il faut composer avec que va-t-il se passer lorsque nous ne serons pas d'accord, quand on sera fâché, comment on va fonctionner devant les enfants, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre, qu'est-ce qu'on veut leur montrer, qu'est-ce qu'on veut leur partager, comment on se préserve en tant que couple, parce qu'en étant 24 heures sur 24 ensemble, on est tout. Par exemple, moi, j'étais épouse, amante, maman, professeure, cuisinière, hôte, puisque j'accueillais aussi les gens, et on n'est pas dans le même rôle quand on est dédié à sa famille ou quand on accueille des gens. Voilà, donc, et c'est toutes ces casquettes, c'est pas, voilà, il faut quand même en avoir parlé avant. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on s'est préparés. Et on a aussi rencontré des gens qui ne s'étaient pas préparés du tout et pour qui ça se passait très bien. Chacun son mode de fonctionnement. Nous, on s'est beaucoup amusé à parler avant. Du coup, il y a eu combien d'années où vous étiez skipper et hôte avant de partir vraiment qu'à 4? Aucune. Mon mari a fait une école de skipper, moi j'ai fait une école de stewardess, mais on a passé des diplômes en fait. On est notre première expérience bateau. Alors c'est pas tout à fait vrai ce que je dis parce qu'avant on louait aussi avec des familles d'amis des bateaux et là pendant les vacances. Mais vraiment le vrai truc, ça a commencé quand on est parti au bateau. C'est 5 ans, qui d'ailleurs allait être 2 ans à la base. On ne savait pas qu'on allait partir pendant 5 ans. Mais le voyage s'est fait comme il s'est fait et on est vraiment tombé amoureux de cette vie. Oui, c'est pour ça qu'on a décidé de la prolonger. Ouais. Ça veut dire qu'au départ, vous étiez dès le début avec d'autres familles sur le bateau? Non, on n'était que notre famille sur le... Alors, nous sommes partis à 4 sur le bateau et on a choisi de commencer avec une équipière qui, elle, avait de l'expérience. Ça, c'était une excellente idée. Ça, c'était la première excellente idée. L'autre excellente idée, c'est qu'on est parti en rallye avec... on était 17 bateaux en tout. Comme on était diplômés mais qu'on n'avait pas d'expérience et qu'on apprend beaucoup des autres, et on est parti donc en groupe. Alors on naviguait pas les uns à côté des autres, c'est pas possible. Ça ne marche, enfin c'est pas possible. Mais on se retrouvait aux étapes. Il y avait beaucoup de collaboration, il y avait de la solidarité. C'est cet état d'esprit qu'on a découvert qui nous a plu et énormément. Et c'était ça l'intérêt du voyage, c'était d'être ensemble, mais aussi de partager avec d'autres. Et on ne s'est pas jeté seul dedans parce que c'est quand même si on était à 4, c'est une expérience qui va te mettre dans une situation de solitude, d'être sur un bateau dans l'eau. Donc, on s'est quand même mis avec une autre équipe. Comme ça, mon frère et moi, on avait des amis avec les autres enfants sur les bateaux. Mes parents avaient leurs copains sur les autres bateaux. On se retrouvait, on s'amusait quand même et tout. Et donc, comme ça, on a pu avoir cette petite préparation avant de vraiment se libérer et nous-mêmes seuls sur notre aventure. La vraie aventure, si on peut dire, elle a commencé à plusieurs. Et après, à partir de combien de temps vous êtes partis à 4? 6 mois. En fait, notre équipière, Nathalie, qui devait rester 3 semaines, elle est finalement restée 6 mois. J'ai pas regretté parce que ce qui m'a demandé le plus de temps au départ, c'était de m'occuper des enfants. Et on avait un catamaran, gros catamaran, et donc il était nécessaire d'être au moins 2 pour naviguer dessus. Athénaïs avait 5 ans, hein, et c'est un sacré petit bout de bonne femme avec beaucoup de caractère. Donc, il fallait être vigilant, pour sa sécurité. Je pouvais
pas me dire, ah bah tiens, je vais partir pour 1 heure en navigation pendant que ma fille, elle est toute seule et elle se débrouille. Je lui apprenais à lire et à écrire, elle ne pouvait pas se débrouiller devant ses cahiers, donc il y avait vraiment une attention très forte que je devais lui donner. Je me souviens, pendant la première année, mon frère et moi, on devait toujours mettre nos gilets de sauvetage quand on sortait du bateau, quand on allait sur le deck l'extérieur. On s'attachait à un harnais et tout quand on se baladait autour du bateau. Je me souviens, j'avais une de vie. Ça m'embêtait à l'époque, mais en fait, c'est pour le mieux parce que j'étais très petite et il faut quand même faire attention à ses enfants. C'est une grosse différence entre les gens qui voyagent sans et avec enfants. Il y a vraiment tout le temps dans ta tête, tu te dis, où est mon enfant, qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc ça, c'était une très bonne idée d'être partie avec une équipière. Et quand elle est partie au bout de 6 mois, c'était très bien parce qu'on était super près. Et là, je dirais que l'aventure a vraiment démarré parce que on l'avait faite aussi pour avoir cette intimité de famille. En fait, même si le voyage nous amenait à aller à la rencontre des autres, sur ton bateau, t'as cette intimité que tu peux entretenir et qui est si précieuse. Et après, tu choisis d'aller à l'extérieur, puis tu te retrouves sur ton bateau. Donc, même si tu bouges, t'as créé ce nid de confort et ta maison. C'est ta maison. Et tu te balades avec. Là, on parle sur un bateau ou un camping-car où on est vraiment dans une promiscuité. Dans des tout petits espaces, mais c'est ce qu'on vient chercher aussi quand tu fais un tour du monde en famille. Là, je te rejoins. C'est que tu as vraiment envie de passer ces moments forts en famille. Et comme tu dis, c'est pas. Je pense que c'est pas non plus un test. Tu le fais quand tu as confiance. Et tu sais que ça va bien se passer aussi entre vous. Alors, en fait, oui, je te rejoins et en même temps, on ne sait jamais. Et donc, tu le sais, il faut faire face à plein d'imprévus. Tu acceptes le risque. Une tour du Mondis m'avait donné un excellent conseil avant qu'on ne parte, qui m'a aidée. Je serais très intéressée de savoir comment toi tu l'as vécu en partant 9 mois. Elle m'avait dit, il faut à peu près 6 mois pour trouver un équilibre entre vous. Donc, c'est OK si au début ça va pas et tu trouves pas tout de suite ta place. Pour moi, ça c'est moi toute seule, ça a été le cas. J'ai eu besoin de trouver réellement ma place. Certainement aussi lié au départ de l'équipière. C'est-à-dire que voilà, cette intimité, cette place-là, je l'ai trouvée au bout de 6 mois. Parce que moi, je te rejoins complètement. Mais après, c'est très différent quand tu parles 9 mois et 5 ans, ça, je suis d'accord. Mais c'est que moi, je pense qu'il ne faut pas non plus complètement idéaliser. C'est-à-dire de dire ça va être fort, on va être tout le temps ensemble, ça va être dingue. Il y a des disputes entre les enfants. Il y a des disputes entre les parents. Je veux dire, ça devient, on n'a pas d'un coup une baguette magique, et c'est ce que me disait un autre témoignage dans un précédent épisode. Tu ne vas pas pour d'un coup essayer de trouver une magie dans la famille. Déjà, il faut qu'elle soit déjà un peu présente et que vous entendiez déjà bien. Et puis après, les enfants restent les enfants. Et heureusement, on reste tous naturels et il y a des coups de gueule et on reste, même si en effet, après, on se rend compte que ça crée des liens, là, pour le coup, à vie. Alors, là, maintenant, ça y est, on est dans le vif du sujet. Faites-nous rêver. Voilà, explique-moi la grande aventure. Donc, j'ai bien compris toute la préparation, mais qui, en fait, comme tu dis, fait déjà clairement partie du voyage. Mais là, j'ai envie de fermer les yeux quasiment et de m'imaginer sur le bateau. Moi, un moment qui m'a vraiment marqué par rapport à ce voyage et à la famille, tout ça, j'étais un peu plus grande, j'avais 7 ans, si je ne me trompe pas, et c'était le passage, la traversée du Pacifique. Donc, on a passé 4 semaines entièrement en navigation sur le bateau, isolé, à 4. Et c'était vraiment magique, je trouve. On a eu des super navigations, pas de mauvais temps et tout, comparé à d'habitude, quand même, sur les longues traversées. Il y a quand même des moments où on a du mauvais temps. Je me souviens, on jouait au tarot à 4 tout le temps. On avait fait des énormes courses pour pouvoir être prêts. Ça a été toute une préparation encore très marrante. Et puis après, c'était vraiment... Il y avait nous et la mer et l'étendue de la mer et rien d'autre. Et je me souviens, à un moment, on avait contacté des amis qui faisaient aussi la traversée à la VHS. Et c'était trop marrant, on revoyait enfin des gens et tout. Et donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Après, donc aussi, j'étais un peu plus grande maintenant à ce moment-là. Donc c'est vrai que je m'en souviens un peu mieux. Mais je sais pas si toi, maman, c'était pareil. Mais c'était vraiment un des meilleurs moments du voyage pour moi. Quand c'était vraiment, vraiment entièrement retrouvé en famille. Et c'était vraiment magique. Je te rejoins complètement. Et maintenant, quand je suis prise dans le tourbillon de la vie quotidienne et que je me mets dans une forme de méditation pour me retrouver dans ma zone de confort,
Je me revois avec toi, Mania Anaïs, sur le roof du bateau, quand on se prenait le temps à se laisser griller par le soleil pendant la navigation, à avoir des discussions sur... voilà, c'est vraiment des moments absolument magiques. Il y a cette notion du temps qui est hyper importante, tu as raison, c'est que je pense que c'est ça le plus grand luxe dans des voyages comme celui-là. On enlève la montre et il n'y a il y a plus de jour, il n'y a plus d'heure. On se laisse juste porter et il y a zéro programme. Et ça, je pense que c'est ce qui nous manque le plus quand on revient parce que c'est vraiment un cadeau. Bah, c'est vrai qu'on échappe à la routine, en fait, quand on est au bateau, même parce qu'entre guillemets, il y aura des imprévus négatifs aussi, mais ces imprévus négatifs, comme quelque chose qui va se casser sur le bateau, vont amener à des choses positives. Moi, je me souviens, c'était comme ça qu'on rencontrait beaucoup des gens. On disait, oh, j'ai ça de cassé sur mon bateau, est-ce que tu as la pièce qu'il faut pour réparer ça? D'un coup, on était, oh, viens prendre un bateau, nos enfants vont jouer ensemble. En fait, vraiment, les relations se créent à partir de ces petits pépins. Je trouve que les liens se créent beaucoup plus rapidement sur le bateau parce qu'il y a déjà cet intérêt en commun entre les gens, en fait, de aimer naviguer, aimer voyager. Normalement, quand on est dans une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on cherche cet intérêt commun et là, il est déjà là. Et c'est un peu pareil de quand on rencontre quelqu'un qui a un chien, et bah, tout de suite, on sait qu'on va parler de nos chiens et du fait qu'on aime bien les chiens, et bah, c'est le même sentiment que de retrouver des gens du bateau. Il y a tout de suite cette affinité parce qu'on a partagé une expérience, même si elles sont toujours un petit peu différentes, c'est une expérience similaire des gens qui voulaient voyager et qui voulaient voyager avec la mer. Et donc je trouve que c'est beau à quel point les relations se forment rapidement, mais se forment de façon forte. C'est très joliment dit. Et je pense que c'est aussi ce qu'on vient chercher dans ces voyages-là, c'est les rencontres. Et c'est vrai que de l'extérieur, quand on n'a pas fait le bateau, on a l'impression qu'on est beaucoup plus isolé sur un bateau que d'un autre moyen de transport. Mais en fait, plus je vous écoute et plus je me dis que non, parce qu'en fait, il y a une solidarité entre les voiliers qui est très forte et qu'en fait, vous n'êtes pas plus isolé qu'un autre voyageur. C'est vrai que vous vous donnez aussi pas mal de moments sur Terre, en fait. Oui, vraiment. Il y avait certains endroits qu'on aimait tellement. On restait 2 mois. Je me souviens, je pense que c'était Bonaire où on était resté 2 mois. Évidemment, il y a d'autres endroits où on restait 3 jours ou une semaine. Mais c'était New York, on était resté 6 semaines. Et en plus, on avait des copains qui étaient venus nous voir à New York et tout. Vraiment, ça dépend de l'endroit. Ça dépend du feeling qu'on a avec l'endroit. Mais Les gens. oui, avec les gens. Mais par exemple, New York, il y a tellement de choses à voir. Bah, on aurait pu rester encore 6 semaines de plus. On n'aurait pas tout vu. Et aussi, on peut connecter avec les gens qui, eux, n'ont pas de bateau. On avait beaucoup d'amis de la vie d'avant qui venaient nous voir sur le bateau. J'avais ma meilleure amie, moi, d'enfance, qui venait nous voir finir une dizaine de fois sur le bateau. Et justement, elle était avec nous à New York. Et puis, ça a gardé quand même... c'est important de garder un lien quand même avec les gens qui ne sont pas avec nous sur le bateau. Parce que nous, en tout cas, au bout d'un moment, on savait qu'on allait revenir. Et il ne faut pas qu'il y ait eu 5 ans de non-contact avec cette personne. Et maman faisait ceci à travers un blog qu'elle écrivait. Oui, ça permettait de rester en lien, de montrer ce qu'on vivait, d'intéresser les gens qui étaient intéressés par la chose. Moi, j'aime la photo et j'aime écrire. Donc voilà, c'était le moyen de rester en communication avec les gens, en fait. On a beaucoup préparé. Nous faisons partie des gens qui ont beaucoup préparé. Et les meilleures choses nous sont arrivées dans l'imprévu. On a appris au fil du temps à ne plus... on restait toujours ouvert aux opportunités, mais on a appris à ne plus se fixer un cap et y rester fidèle parce que le changement de météo, changement de courant, rencontre. Par exemple, on n'avait pas prévu de faire le Guatemala et des voyageurs nous ont dit vous ne pouvez pas passer à côté. Et le Guatemala, ça a été une étape extraordinaire. Le bateau, c'était notre maison, mais après, on a aussi vraiment voyagé à plusieurs reprises quand on était à Cuba, quand on était au Guatemala. On va vraiment sur Terre, on va vivre chez l'habitant, on lâche le bateau. On hiverne et on part avec le sac à dos et on va découvrir les pays de l'intérieur. Ça, on a fait beaucoup aussi. C'était comme prendre une vacance du bateau. Est-ce que tu as une anecdote de jolies rencontres que vous avez pu faire, soit avec d'autres bateaux, soit tout simplement dans un pays où vous êtes arrêté? Non, mais moi j'ai une anecdote que j'adore. On nous a appelé à l'aide sur la radio en disant on a un problème, notre moteur de notre annexe ne marche plus, venez nous aider s'il vous plaît. Et quelqu'un nous dit je suis avec un client, voilà, est-ce que vous pouvez venir nous aider s'il vous plaît? Donc mon papa il prend l'annexe et il s'en va pour aller les aider. Et moi j'étais restée sur le bateau, je pense que maman aussi.
Et voilà, il revient et il nous dit qu'il vient de sauver l'acteur Christian Clavier. Et donc, je pense que c'était pendant 2 jours, et ben, on a fait le taxi en annexe de Christian Clavier quand il devait aller. Mais voilà, il y a des imprévus qui arrivent, et c'est comme on dit qu'à New York, on tout le temps des célébrités. Et bah, des fois, juste à travers une radio. C'est vrai. Il était très sympa. On a eu notre famille de la mer qu'on a créée au fil du temps. On reste en contact avec tous les marins, enfin avec les marins avec lesquels on accroche super bien, hein, c'est comme dans la vie, mais... Et on avait constitué un petit groupe super chouette et on a réussi à se retrouver à Polynésie française, et dans un endroit de rêve, Sakarava. Et là, en plus, il n'y avait pas l'école, c'était la période des vacances scolaires, donc on n'avait pas de CNED. Et donc, c'était la grande liberté. Et à la VHF, les matins, c'était les enfants qui lançaient les appels pour dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, hop, un groupe va faire de la plongée, un groupe se retrouve sur la plage, un groupe va faire une balade. Je me souviens, c'était quelques semaines où je dormais jamais sur mon bateau. J'étais tout le temps sur les bateaux de mes autres copains et tout. On mettait des planches entre les bateaux pour pouvoir passer entre l'un et l'autre. C'était vraiment... Ça, c'est des super moments. Ouais. Et c'est un groupe qu'on a pu revoir encore à plusieurs reprises, même après que notre voyage et la plupart de leur voyage se soient finis aussi. Parce que des liens vraiment très très forts se sont formés, que ce soit entre moi et les autres enfants ou même entre les parents. Vraiment, ces moments spécifiques là, parce que c'est un peu qu'on aurait vu au Guatemala, à Fakaraba et tout. Moi, c'est les meilleurs moments de mon enfance. Ah oui. Et je sais que les autres enfants, pareil, c'est la même chose. Et mes parents, c'est des moments qui les ont vraiment marqués. Et voilà, donc ça, c'est vraiment... je suis contente qu'on ait encore ces liens. Et ces personnes qu'on revoit à peu près tous les 2 ans, on se fait un gros truc, une grosse fête, en fait, tous se revoir ensemble. Et c'est précieux. C'est génial. C'est génial et ça conforte vraiment dans le fait qu'il y a une complicité entre les voyageurs, ça c'est vrai, mais peut-être encore plus entre les marins et entre les voileux. Moi, je voudrais mettre en avant aussi une chose, c'est que on a tellement reçu de ce voyage, qu'on a aussi choisi de rendre. Et donc, on a préparé des actions humanitaires en fait au fil de nos étapes. Et ça, c'était vraiment des moments culminants qui nous ont permis de rencontrer de très belles personnes, de nouer des liens forts et de se confronter à la réalité. Parce que là aussi, on parle des très belles choses qu'on a pu voir, mais quand on voyage, on rencontre aussi les choses très dures de la vie, les mers de plastique dans lesquelles on navigue, les gens qui sont dans la pauvreté, qui ont besoin d'aide concrète, mais aussi de soutien, de discussion. Moi, j'ai adoré ces parties-là. J'ai créé des liens très forts. Je pense que le métier que je fais actuellement, je suis coach certifié et j'accompagne des gens, est né à ce moment-là parce que je tire vraiment mon plaisir dans le fait d'être à l'écoute de l'autre et de pouvoir l'aider. Et on est tombé sur des gens qui avaient besoin de coups de main, d'écoute, etc. Et voilà, ça c'est... Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail par rapport à ce côté humanitaire, comment vous avez mis en place les choses? On va commencer déjà le voyage avec ça, en fait. C'était un peu notre première mission avec le voyage. Nous sommes allés au Sénégal, justement, aussi, donc avec ce rallye d'autres bateaux. Et nous avons amené des affaires pour l'école, des règles, des stylos, des cahiers. Nous avons rencontré un homme qui s'appelait Mamadou, qui était directeur de l'école, si je ne me trompe pas. c'était exact. Et donc, on a pu rencontrer sa famille, manger avec sa famille. Moi, je me souviens avec mon frère, on est allé dans l'école, on a fait des cours avec les petits-enfants sénégalais. Et c'était très, très, très marrant. Moi, je dansais avec les petites filles, mon frère dansait avec les petits garçons. Et puis, c'était vraiment incroyable. On leur amenait des stylos et ils étaient aux anges. Donc, ça, on a vraiment commencé le voyage avec une mission humanitaire. Et c'est quelque chose qu'on a gardé plus tard dans le voyage aussi. Moi, je me souviens particulièrement quand on était à Haïti, c'est ce qui m'avait vraiment marqué. On était allé dans un orphelinage et nous avions rencontré une femme, une nonne, qui s'occupait de ces petits enfants, ces petits orphelins, dont beaucoup avaient des handicaps et tout. Et donc, c'était vraiment... il y avait beaucoup de joie dans cet orphelinat, alors que c'était des enfants qui dormaient sur des petits matelas, ils n'avaient pas plus. Il y avait beaucoup d'enfants, donc vraiment qui étaient... fort handicapés, que ce soit de façon physique ou de façon mentale. Et c'était très, très beau. Ça, je me souviens vraiment... J'ai beaucoup d'émotions fortes par rapport à ce moment. Je pense que j'étais un peu
trop jeune à l'époque pour comprendre exactement tout ce que je ressentais. Mais maintenant, quand je pense, je suis contente qu'on ait pu apporter une aide à ces gens. Et vraiment, je me souviens encore du visage des petits enfants que je rencontrais à ce moment-là. Alors que là, pareil, j'avais 8 ans. Maintenant, j'ai 16 ans et j'y repense. Et j'y repense assez souvent encore. Et pareil, je me suis rendu frère. Il s'était très bien entendu avec une petite qui était handicapée mentale. Et il avait passé très longtemps à s'occuper d'elle et à jouer avec elle et tout. Et c'est des moments qui restent avec nous, ça, quoi. Ces liens qu'on peut créer avec ces gens qui ont besoin de choses matérielles, mais aussi qui ont besoin de liens. Et voilà, comme nous, exactement. Donc ça, c'est vraiment, moi, c'est les 2 moments qui m'ont beaucoup marqué. Et on s'était associé à Voile sans frontières pour créer notre première mission pour aller aider. En fait, l'idée surtout, c'était pas de ramener de l'argent et d'être considéré comme un touriste qui ramène des sous, mais d'aller apporter une aide concrète. Et dans ce qu'explique Athénaïs, la première mission, on a rejoint avec notre bateau, on a longé le fleuve Sinessalum pour aller dans un village accessible seulement par bateau, pour aller amener ce matériel, ces fournitures scolaires. Et en fait, le lien s'est créé tout au long de ce voyage. Ça n'a pas été juste, on a déposé les affaires et hop, on est reparti. On a passé plusieurs semaines avec ces gens-là. Et voilà, donc vraiment des liens très forts se sont créés. Et par exemple, inattendu, je me suis retrouvée à être conseillère conjugale pour le couple. Comment ils commençaient vraiment à m'expliquer leurs petits soucis de couple. Parce que c'était pas facile, ils vivaient dans un 2 pièces et la chambre parentale était avec la chambre des enfants et ils m'expliquent tout ça, tu vois. Et, et en fait, on a tous les mêmes soucis, tu vois, à tous les niveaux et c'était fantastique. Et donc, il y a ce côté très précieux où tu peux être vraiment très proche des tiens et après, tu t'ouvres sur l'autre et si tu sais apporter, en fait, de toi, tu reçois au centuple, en fait. C'est ça. Ouais, puis encore une fois, là, ce qui est génial dans l'aventure, c'est que vous n'étiez pas pris par le temps. C'est-à-dire que comme vous aviez votre bateau, vous veniez, vous repartiez quand vous voulez. Et du coup, tout se faisait sur une question de feeling. On est bien, on reste. On en a marre, on s'en va. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est vraiment super précieux. C'est une énorme liberté. Est-ce que vous avez gardé des liens avec des... Alors, avec les voileux, ça, j'ai compris, avec les d'autres familles comme ça qui étaient sur les voiliers, mais est-ce que sur le bateau, est-ce que vous avez gardé d'autres liens, justement, peut-être sur des actions humanitaires ou avec des gens que vous avez rencontrés? Oui et non, dans le sens où tu apprends à vivre le moment présent et tu peux pas garder contact avec tout le monde, en fait. Donc, oui, bien sûr, on a gardé des contacts, mais à un moment, il faut se concentrer sur ce que tu vis dans l'instant. Et là, par exemple, on est revenu dans notre vie quotidienne. Je peux pas passer mon temps dans le passé à repenser à tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je le fais jamais. Tu vois, après, je vis ma vie ce lien magique qui nous unit dans notre famille. Ça, c'est précieux et ça reste tout le temps et ça te permet de continuer à avancer. Et non, parce qu'il faut après se relancer dans la vie quotidienne. Et puis après aussi, c'est pas forcément des gens qui se fait moins facilement quand ils n'ont pas accès à l'Internet, quand même. C'est clair, ça reste dans le cœur. On a fait le fleuve Amazon et ces gens-là n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de contact. Donc, tu te concentres sur l'instant présent, tu te retrouves à serrer quelqu'un dans tes bras parce qu'il y a eu un contact de cœur à cœur, ou justement, comme Amadou, à la fin de cette aventure, j'ai envie de le serrer contre mon cœur, mais j'ai compris que c'était pas sa culture et que je lui dis, bah voilà, dans ma culture, je t'aurais bien serré contre moi. Et il me dit, tu n'as pas besoin de le faire parce que tu es déjà dans mon cœur. Et voilà, ça c'est... Il a résumé ce qu'on gagne de très précieux dans ces instants uniques et qui ne durent pas. Et c'est pas grave de plus avoir de contact après parce que c'est comme ça, c'est la vie aussi. C'est bon, j'ai eu ma séance émotion. Je trouve ça très joli ce que tu viens de dire. J'ai envie de terminer. Il y a 2 choses. Alors, forcément, j'ai envie de savoir l'après parce que 5 ans, c'est pas rien. Mais avant de passer à cette étape-là, il y a quand même, parce que là, on est tellement sur du positif et ça donne tellement envie. En tout cas, vous m'avez fait voyager, je vous en remercie. Est-ce qu'il y a eu quand même des petits moments de trouille? Parce que moi, la mer m'impressionne. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes senti en insécurité?
Je pense que maman pourra plus parler dessus, mais c'est vrai qu'en tant que moi, en tant qu'enfant, j'étais moins au courant des dangers de la mer et des dangers de tout ce qui se passait par rapport aux navigations. Mais je sais qu'on a déjà eu des petits pépins, comme ça arrive à tout le monde. Ça se fait plus facilement en mer. Donc, par exemple, nous avons eu des incendies sur le bateau. Oui, on a eu un incendie à bord, au plein milieu du Pacifique. Alors clairement, on a failli mourir 2 fois. Les 2 fois où on s'est retrouvés face à la mort, j'ai dit à mon mari, si ça doit s'arrêter maintenant, merci, j'ai adoré. Et aucun regret. Et je te jure, c'est vrai, j'ai encore les larmes aux yeux quand je le dis, mais c'était vraiment ça. On s'est vraiment retrouvés face à la mort. Et tu sais que tu prends des risques énormes en faisant ça. Donc, on a eu des blessures, des choses graves qui ont cassé, des avaries embêtantes. On a failli mourir 2 fois. Et en même temps, donc quand tu fais ce genre d'aventure, tu sais que tu prends de très gros risques. Et en même temps, c'est quand on est revenu à terre que j'ai failli perdre ma fille dans un accident de voiture après. Donc, si tu décides d'y aller, tu y vas. Et puis, quand tu as des soucis, tu t'appelles au secours. Et ça marche super bien. La solidarité, c'est incroyable. Parce qu'on a eu des choses magnifiques qui nous sont arrivées quand on a pu dire, voilà, là, on est vraiment dans la panade, au secours, quoi. Et les gens, des gens que tu connais pas, se démènent pour t'aider. On fait confiance à la vie. Et même dans les moments très difficiles, alors nous sommes d'une nature particulièrement positive, c'est quand même, faut le dire, mais même dans les moments qui étaient très difficiles, non, on s'est soutenus, on n'a jamais regretté d'être partis. Et non, c'est pas du tout facile, et non, c'est pas du tout des vacances. C'est une vie qui est extrêmement fatigante, exigeante physiquement et mentalement, qui demande beaucoup de discipline. Donc ça, c'est quand même pour ramener un petit peu à la réalité. Quand on est revenu, moi, j'étais aussi contente un petit peu de me poser, en fait. Parce que c'est fatigant de prendre ces risques-là et de choisir cette vie-là. Ça a ce prix-là. Parce que toi, dans tes 9 mois, j'imagine aussi qu'il y a eu des moments de fatigue, quoi. T'as envie de poser, de... Alors, figure-toi qu'il y avait un conseil qu'on nous avait donné avant de partir, qui avait dit, surtout dans votre tour du monde, il faut que vous preniez des vacances. Et j'avais dit, non, mais c'est une blague. On part 9 mois en voyage et on me dit, surtout prévois de faire des vacances dans le tour du monde. Et en fait, on s'est juste posé 15 jours à Tahiti. Et en fait, je me suis dit, il avait raison, parce qu'en fait, quand tu bouges comme ça tout le temps, alors c'est que du bonheur, hein, mais c'est aussi, là où tu as raison, fatigant. Et on avait appris aussi à se connaître. Moi, j'avais tendance tout le temps à y aller. Et à chaque fois qu'on était là 3 jours, je repensais aux 3 jours suivants. Et mon mari, des moments, il disait, stop, on va trop vite. Regarde, les enfants sont fatigués. Moi, je disais, quoi, ils sont fatigués en voyage? Il dit, non, faut apprendre à se regarder, à s'écouter. Et là, on avait fait 15 jours peut-être un peu route, où en effet, on dormait dans des trucs un peu plus... puis il faisait très froid, etc. Et ils ont eu à un moment donné un peu, mais ils ne l'avaient jamais exprimé. Mais je pense qu'en effet, c'est bien de temps en temps de se poser, de retrouver un petit peu de confort aussi, si on a la chance de pouvoir le faire. Et d'être aussi à l'écoute de son rythme. On n'est pas là, et ça, mon mari me le disait souvent, pour tester ses limites. Ça doit être du fun. On a décidé de faire ça pour prendre du fun. Donc, on n'est pas là pour s'imposer des choses difficiles, pour aller au bout de nous-mêmes. Enfin, en tout cas, nous, c'était pas le projet. C'est très beau. Alors, on va pas revenir sur les moments difficiles, mais en tout cas, je te remercie de l'avoir évoqué, parce que voilà, on n'est pas non plus dans un monde de bisounours, et il peut y avoir des moments... Il faut aussi savoir que, voilà, comme tu dis, tu es passé 2 fois... T'as frôlé la mort, donc j'imagine, je ne vais pas te demander de nous raconter cet épisode-là, mais en tout cas, ça fait partie aussi du voyage et tout n'est pas rose. Mais on en retire quelque chose. Alors, avant que tu nous dises ce que vous faites aujourd'hui, comment vous avez pris parti de revivre une vie plus sédentaire, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que ça y a eu un avant et après? Qu'est-ce que ça a changé chez vous? Alors pour moi, en fait, je trouve que c'est un peu différent que pour le reste de ma famille, parce que moi, je suis partie quand j'avais 5 ans. Donc l'avant, je ne m'en souviens pas très bien. Pour moi, mon enfant, c'était le bateau. Et ça a toujours été le bateau. Et donc, c'est vrai que ça a fait un grand changement quand je suis revenue, parce que j'avais pas ce souvenir très fort avant. J'avais des petites idées, évidemment, et j'avais des gens que je connaissais d'avant. Mais c'est très différent de partir comme, par exemple, mon frère à 11 ans, ou moi à 5 ans. C'est pas du tout la même expérience. Donc, c'est vrai que moi, quand je suis revenue, j'avais l'impression que c'était une nouvelle aventure, en fait, parce que je ne connaissais pas ce monde hors du bateau, je ne me souvenais pas. Donc ça n'a pas forcément été facile tout le temps
Mais je suis contente de là où je suis maintenant, je suis contente des amis que j'ai, de ce que je fais à l'école et tout. Mais c'est vrai que c'est très différent du bateau et ça m'a pris du temps quand même pour accepter que j'allais plus faire l'école le matin et aller faire du snorkeling l'après-midi et tout le temps avoir du soleil et de la mer et tout. C'est vrai que c'est un gros changement, surtout que je suis revenue, j'avais 10 ans. Il y a encore, je grandissais encore, il y avait encore ma maturité qui se développait. Et donc, je pense que j'ai vraiment vécu une expérience et tous les quatre, on a vécu un retour différent. Mais je, je suis vraiment contente d'avoir fait mon enfant sur le bateau. Ça n'a pas été le plus facile pour rentrer quand même, je l'avoue. Mais comme tout le monde, je me suis adaptée. Ça a pris du temps, mais je me suis adaptée. Je suis contente de ma vie maintenant. Mais oui, c'est vrai que de ne pas vraiment savoir ce à quoi je retournais a rendu le retour un petit peu plus challenging. Il y a un vrai temps d'adaptation, mais je voudrais aussi, si tu veux bien, Virginie, avant que tu nous parles de vous en tant qu'adulte, aussi me donner le point de vue de ton fils. Parce que lui, il est parti enfant, il est rentré adolescent, vraiment, il est rentré à 16 ans, c'est ça? Oui, je pense qu'il a pris la bonne décision de ne pas revenir dans une école normale, c'est-à-dire qu'il a terminé toute sa scolarité au CNED. Il a passé son bac en candidat libre et lui, il est revenu, c'est quand il est allé en école supérieure qu'il est retourné dans une école normale. Donc quand il est revenu à terre, il a repris des activités sportives, il a repris ses sorties avec ses amis, mais il ne s'est pas remis dans une école. Et je pense que c'était bien. Ça a été beaucoup plus facile du coup pour lui que pour Athénaïs, parce que bon voilà, ils ont appris à apprendre sur le bateau, donc ils ont pris le goût d'apprendre. Et ce qui fait qu'Athénaïs, quand elle est revenue, elle a sauté de classe. Elle s'est retrouvée dans un monde d'adolescents. Oui. J'avais 11 ans, ils avaient quand même bien 13-14 ans. Et donc déjà, j'avais cette différence émotionnelle parce que j'avais pas vécu la même enfance que les gens qui étaient mes camarades. Mais en plus, il y avait cette différence d'âge qui a quand même ajouté quelque chose. Et j'avais quand même une certaine naïveté quand je suis arrivée à l'école parce que j'étais jeune et parce que j'avais été au bateau et que c'était très heureux ma vie au bateau. Je ne savais pas ce que c'était les réseaux sociaux. Au début, j'avais pas de téléphone. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même cette séparation qui a pris du temps pour se dissoudre, quoi. Et Oscar, je pense quand même, a dû vivre la même expérience. Mais c'est vrai que à l'université, tout le monde commence. Tout le monde recommence son histoire. Moi, je suis arrivée en plein milieu de l'année scolaire. Les gens avaient déjà leurs amis et tout. Donc, c'est vrai que le retour était pas le plus doux, même si mes parents m'ont mis dans plein d'activités et tout, donc que j'ai quand même beaucoup de copains et tout. Mais ça a pris, je dirais quand même, 2-3 ans que je me sens vraiment adaptée et à ma place dans l'école. Alors que c'est vrai que quand même, avec Oscar, c'était le premier jour de tout le monde à l'université. Et il avait une histoire intéressante à raconter et tout. Donc je pense que les universitaires sont plus ouverts à écouter des histoires comme ça. Pour moi, ils n'étaient pas très intéressés, les camarades de 13-14 ans. Là. Athénaïs, du coup, t'es à quel niveau là maintenant? Je suis en terminale là. Je passe, là je suis en ce moment, je suis en train de passer mes examens de bac blanc. Donc voilà, et je vais aller En terminale et tu as 7 ans. Et elle va à Londres l'année prochaine. le droit. Et pour toi, Virginie, le retour? Horrible. C'est super bien. Il faut le savoir. Hein. Alors, on nous dit beaucoup, il faut préparer l'après. On a beau le préparer comme on veut, c'est la grosse douche. Mais je ne connais pas un marin qui est rentré et qui n'a pas déprimé après. Il faut le dire la vérité. Heureusement, mon mari et moi, on l'a pas fait en même temps. Donc, on a toujours... Oui, c'est très bien. On s'organise bien. On a pu se soutenir. Non, là, pour le coup, le retour, c'est vraiment, vraiment difficile. On revient avec je pense pour les enfants, avec une forme de naïveté et d'être capable de vivre l'instant présent. Et je suis désolée, c'est pas ce que j'ai constaté dans les gens qui sont pris dans leur vie courante, et particulièrement chez les jeunes. Ce pourquoi ça crée un tel décalage, en fait, parce que nous, on faisait tout avec les enfants, mais on faisait la fête aussi beaucoup avec... Et tu vois, on revenait avec des familles d'amis et qui fonctionnaient plus comme ça. Et quand mon fils sortait sa guitare et se mettait à chanter pour tout le monde, j'étais hyper surprise que ses copains soient sur leur téléphone et de pas être en train de chanter avec nous. Enfin, et en fait, c'est pas les gens qui s'adaptent, c'est quand même à nous de nous réadapter. Hein, donc donc ça fait mal un peu. Hein, et on n'avait pas eu cette séparation entre les enfants et les parents. On avait vraiment été une unité, une famille.
Et c'est vrai que même moi, je me souviens quand je suis revenue et qu'on disait allez, va avec les enfants, va à la table des enfants, t'es pas avec nous, t'es pas avec les adultes, ça me faisait bizarre. Parce que moi, j'avais été habituée à être avec mes parents, avec mon frère. Et donc, c'est vrai que de me retrouver d'un coup avec les autres petits qui avaient mon âge aussi, ça me faisait bizarre. Je me sentais mise sur le côté. Et je pense que mon frère encore plus, parce que lui, vraiment, était entre l'âge des petits et des grands quand il rentrait. Et donc, c'est compliqué de trouver sa place quand nous, on n'avait pas grandi avec cette séparation. Les adultes, c'est des adultes, les enfants, c'est les enfants. Vous faites votre truc, on fait notre truc et on ne se met pas ensemble, quoi. Donc, c'est vrai que c'était drôle de revenir et de devoir réapprendre à avoir chacun sa place et d'être moins une unité, en fait. Même si je pense qu'on arrive toujours à avoir ce lien que tournera toujours à cause du bateau, mais il doit quand même s'atténuer un peu quand on revient, parce que c'est pas le lien que tout le monde a, c'est pas ce que tout le monde aime avoir avec dans ses amis. Voilà. Je pense que la recherche de sens est vachement importante quand on revient. Chacun doit se dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai vécu de cette expérience pour m'écrire maintenant la vie que je veux. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut quand même se projeter pour ne plus rester en arrière. Voilà, on est riche de ce qu'on a vécu, puis après on avance, quoi. Et du coup, je vais te poser la dernière question. Qu'est-ce qui va vous faire vibrer dans les prochains mois, prochaines années? Quels sont les projets? Moi, en fait, c'est vrai que je recherche aussi un mouvement et un voyage comme ce que j'avais vécu quand j'étais au bateau, parce que j'ai toujours su que je ne voulais pas nous habiter au Luxembourg, que je ne voulais pas étudier au Luxembourg ou même en France, parce que ça me semblait trop facile comme solution. Je voulais avoir un changement, je voulais être quand même exposée à une nouvelle culture. Et donc, à la base, j'avais peut-être pensé au Canada, aux États-Unis et tout, mais c'est quand même des endroits qui sont très loin. Donc, je suis restée plus proche de la maison, mais je pars à Londres et j'espère retrouver un peu ce changement en fait qui me manque parce que je suis pas une grande fan de la routine et ça a été un peu compliqué pour moi de revenir et dans cette routine de juste l'école, je reviens à la maison et tout. Et donc là, je pense d'être dans une ville là aussi éclectique que Londres, bah, quand même, va nous redonner, j'espère, un petit peu ce feeling du voyage, de des imprévus, des nouvelles rencontres. Il y a tellement de choses à faire, quoi, en fait, et c'est un peu c'est ce que je recherchais et que je n'avais pas retrouvé ici au Luxembourg. Voilà, moi, c'est comme ça que j'essaye de retrouver un petit peu du voyage dans ma vie. Pour mon fils, ça a été de construire des liens d'amitié et on adore ses amis. Il a un magnifique groupe avec lequel ils sont depuis 4-5 ans et ils font plein de choses super. Et aussi de vivre son propre voyage. Donc là, il fait une césure dans ses études et il va traverser les États-Unis en vélo. C'est génial. Pour nous, mon mari et moi, surtout pour mon mari, il y a eu cette recherche de sens. Qu'est-ce que je fais? Comment de ce que j'ai vécu? Et donc, la continuité, c'était de dire il faut qu'on arrive à ramener un petit peu cet esprit de solidarité et de partage qu'on a rencontré pendant le voyage. Donc, Henri travaille depuis 4 ans sur le fait de monter un habitat participatif sur le Luxembourg. C'est quelque chose qui est en train de se concrétiser. Un premier habitat partagé participatif sur le Luxembourg. Et puis, pour ma part, ça a été de réaliser mon rêve qui était de reprendre mes études pour devenir donc coach. Donc, je travaille dans les ressources humaines et je peux me concentrer sur ce qui me plaît le plus, c'est le mode de fonctionnement des humains, comment ils réfléchissent, comment ils peuvent mieux communiquer les uns avec les autres, tirer le meilleur parti d'eux-mêmes. Voilà, donc je peux me concentrer sur l'autre. C'est un voyage qui me passionne. C'est un voyage peut-être un peu plus intérieur, mais en tout cas, comme tu dis, qui est passionnant également. Voilà, et puis pour le petit côté fun, puisque nos enfants s'en vont, et c'est ça, comme tu as compris, on a fait ce voyage pour être avec eux. Qu'est-ce qu'on fait après quand on se retrouve en couple? On prend des chiens. Et du coup, le prochain voyage, c'est à 4, mais avec les 2 chiens. Exactement, et des chiens de traîneau. Donc voilà, on va faire du sport, on fait du sport avec eux et on se consacre à l'éducation et au fait de voyager, de faire des petits voyages en forêt avec mon mari. Voilà, ça c'est très fun. Ça. Il n'y a plus de bateau?
Non, il y a plus de bateau, c'est fini. Il y a même plus l'envie de bateau, en fait. Ça n'a été qu'un moyen pour réaliser notre voyage. Et chacun trouve son moyen. Voilà. Est-ce que s'il y avait un conseil, justement, que tu peux donner à ceux qui hésitent encore ou qui se disent bateau, pas bateau, juste ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire et quelle serait la signature de ce podcast? Le plus dur, c'est le premier pas. Lancez-vous. Faites-vous confiance. Faites confiance à la vie. Et ça va vous demander de l'énergie. Ça va vous créer des souvenirs pour la vie. Et go, go, go. On n'en a qu'une, a priori, de vie. Exactement, voilà. On n'a qu'une vie, autant se l'écrire super belle. J'aime beaucoup. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner à la chaîne du podcast. J'espère que cette histoire vous a inspiré et vous a donné l'envie de réaliser vous aussi vos propres rêves. Virginie et Athénaïs nous ont montré que la vie est une aventure et que rien n'est impossible si l'on est prêt à y mettre son cœur et son âme. N'oubliez jamais que chaque expérience est une occasion d'apprendre et de grandir. Je remercie cette famille d'avoir partagé leur expérience unique avec moi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.